Pour la deuxième année consécutive, le Musée des Arts d'Afrique et d'Asie de Vichy a invité Creative Museum à contribuer à sa nouvelle exposition « Plumes ». Le thème choisi est celui de l'oiseau, avec un regard tout particulier sur ses plumes, dont la beauté n'a pas échappé aux différents peuples de la Terre. Cette exposition va donc s'intéresser à 5 civilisations et montrer comment leur art reflète la relation privilégiée qu'elles entretiennent avec un oiseau particulier. L'importance de l'oiseau ne s'arrête pas à son plumage. Par son vol aérien, il fait le lien entre les dieux et les humains et devient le messager du monde invisible. Sur tous les continents, dans toutes les cultures, des hommes ont choisi un oiseau spécifique. Ici un paon, là un aigle, plus loin un casoar, pour incarner un ancêtre ou une divinité, ou encore devenir un emblème. Le soir de l'inauguration de l'exposition, l'accent est mis sur la richesse de ce thème, qui renvoie aux origines des peuples, à l'identité sociale, aux initiations, aux jeux de pouvoir, à la mort. Ainsi, l'oiseau nous guide dans l'univers intime des civilisations extra-européennes et dans leur vision du monde. De belles surprises nous attendent, et nous serons étonnés de l'imagination avec laquelle les hommes s'approprient la beauté de la plume. 6 oiseaux ont été choisis pour illustrer notre propos. Commençons par le plus petit, le martin-pêcheur. Oiseau fétiche chez les Chinois de la dynastie Qing, ses plumes bleues iridescentes susciteront un engouement tel que l'espèce en sera menacée. Les femmes de l'aristocratie mandchoue font recouvrir de ces plumes toutes leurs parures et en particulier leurs ornements de coiffure. Elles en retirent noblesse et prestige. Ces plumes, par leur éclat chatoyant et leur couleur changeante, font merveille dans leur chevelure noire. Mais leur application sur les bijoux est un travail long et délicat, d'une minutie infinie, car chaque petit fragment de rémige est posé un à un. L'incrustation se fait sur un support de métal argenté ou doré, découpé selon un motif. On cloisonne ensuite la surface et les bords par des fils métalliques soudés, puis on découpe autant de petits morceaux nécessaires au remplissage des zones délimitées. Sur des emplacements plus larges qui s'ordonnent ici autour d'une chauve-souris, on a posé les rémiges en continu pour que les variations de couleurs apparaissent davantage. Sur ce lotus, on a préféré créer une opposition de couleurs entre l'or et le bleu azuré en laissant des parties libres. Les artistes chinois n'hésitent pas à rendre l'objet plus intrigant encore en articulant les différentes parties de l'animal représenté. Grâce à des systèmes ingénieux de rivets libres, la queue se déplace et le corps de cette langouste bouge au moindre mouvement. On perçoit mieux sur cette photo comment l'oiseau est construit en 3 dimensions. Il doit bouger pour paraître vivant et la suspension qu'il tient dans son bec est un élément supplémentaire de déséquilibre. Car traditionnellement, on ne représente pas un animal figé. Sur cette épingle, ce déséquilibre est patent. Seule la perle rouge du cœur des fleurs apporte une certaine stabilité à l'ensemble. La sophistication de ces parures atteint son apogée quand les plumes sont enrichies de petits morceaux de jade, d'ambre et de corail qui vont créer une féerie de couleurs. Outre les épingles directement fichées dans la chevelure, les femmes mandchoues de l'époque Qing portaient des coiffes de soie noire, de taille plus ou moins impressionnante selon leur rang social. Ces coiffes, appelées gaoliangtu, et souvent ornées de fleurs et de bijoux précieux, reproduisaient une coiffure traditionnelle utilisant les cheveux naturels comme un ruban pour réaliser ce nœud. On voit ici comment le bandeau de tissu est drapé autour d'une épingle plate, puis resserré au centre par des liens de soie rouge au-dessus du chignon. La tige plate, ouvragée de bambou, se laisse admirer, tandis qu'aux extrémités du nœud, des baleines plus discrètes assurent la rigidité des ailes. Voici un ensemble d'ornements comme on pouvait en accrocher sur ces nœuds noirs.
Celui-ci mérite l'attention par l'extrême finesse de sa réalisation. Il mesure à peine plus de 4 cm dans sa plus grande largeur et offre toutes les nuances de bleu des plumes de martin-pêcheur. Ce papillon semble butiner le cœur en tourmaline d'un lotus. Un petit collier de perles de corail vient apporter une touche finale au raffinement de l'objet. Pour mieux révéler encore le bleu des plumes de martin-pêcheur, on ajoutait des morceaux de jadéite et des quartz pastels, créant ainsi une riche harmonie de couleurs. Ce goût de l'opulence se retrouve sur les couronnes de mariée ou de théâtre. Sur une base cartonnée décorée de phénix turquoise, on a rajouté des pompons, des petits miroirs et de chaque côté des perles de verre à pendant de soie. Voici un petit coffret d'accessoires de beauté qui témoigne du raffinement de cette époque. Ainsi ces ferrures ouvragées, ces portes gravées de personnages en relief, ce miroir bordé d'un joli cadre doré. On y déposait ces protège-ongles. Les hommes et les femmes de l'aristocratie laissaient en effet pousser l'ongle de leur auriculaire pour montrer qu'ils appartenaient à une classe privilégiée. Ils les protégeaient d'un étui de métal. Tous les vêtements de cette époque étaient de soie brodée, y compris les chaussures, décorées ici de papillons et de fleurs. L'impératrice douairière Cixi donnait le ton. Elle arborait des tenues d'une richesse impressionnante et ses gaoliangtu étaient constellés de bijoux. Sur ce portrait de la fin du XIXe siècle, elle porte une coiffe impériale flanquée de phénix d'or qui tiennent chacun des suspensions de perles dans leur bec. Moins opulent sans doute, le diadème que nous apercevons nous frappe par son éclat. Il n'y a que les plumes de martin-pêcheur pour produire un tel effet. 3 petits personnages, montés sur tremblants, viennent animer un lotus encadré de 2 vases. Restons encore un peu en Chine pour apprécier ce paravent de bois décoré d'une soie. Sculpté dans un bois foncé, il impressionne par l'abondance de ses motifs qui rivalisent avec la broderie qu'il est censé mettre en valeur. La corniche, dont les coins supérieurs sont gardés par 2 phénix, est ornée d'une scène de la cour impériale. La broderie centrale, merveille de finesse, célèbre la beauté du paon qui fait la roue pour conquérir sa femelle. Le paon, cet oiseau magnifique, se devait de figurer lui aussi dans cette exposition. Son aspect et ses plumes ont également inspiré les artistes. Le paon bleu est l'image universelle de la beauté. Resplendissant de reflets métalliques, verts, bleus et dorés, le plumage du mâle est spectaculaire. Originaire de l'Inde, il est maintenant présent dans le monde entier. Son aigrette et ses longues plumes à ocelles en font le roi des jardins et des parcs. Il est donc naturel qu'il figure ici sur un peigne à parfum du Rajasthan. Symbole d'élégance et de féminité, les 2 volatiles encadrent un petit réservoir qu'on remplissait d'une huile parfumée au santal, au camélia ou au jasmin. Dans les années 30, le paon inspire aussi un créateur comme l'américain Eisman. Le vert mordoré des plumes ourle le corps rouge flamboyant d'un peigne et en souligne le centre. Reprenant la même idée, cette fois sur un modèle en forme de roue de paon, Eisman évoque le rachis des plumes par des lignes de pastilles noires allongées. On perçoit mieux sur cette vue le travail minutieux de la plume, découpée et collée en chevauchant la suivante. Une telle pièce faisait assurément son effet dans la chevelure. Le paon est un des oiseaux qui constituent le phénix chinois. Cet animal fabuleux intègre aussi des traits du cygne, du faisan, du coq et même de l'hirondelle. 2 phénix figurent ici sur une tiare de dignitaires chinois en jade.
D'un coup d'aile, nous voici transportés au Brésil, où règne l'ara macao, un oiseau à queue écarlate et plumage multicolore. La plupart des peuples amazoniens s'en sont emparés pour leur parure corporelle. Voici un cimier de la population Aparaï, au nord du Brésil, porté lors des danses initiatiques des garçons. Très spectaculaire, ce cimier est formé d'une structure en fibre végétale, décorée en sa partie médiane de plumes ordonnées selon leur couleur. Le sommet libère un bouquet dont 2 éléments retombent sur les côtés. Après être passé par la Chine, l'Inde et les 2 Amériques, on continue la visite avec un nouvel oiseau sur un autre continent. Le calao, appelé aussi bucorve d'Abyssinie, est typique avec son excroissance osseuse sur le bec. Il nous emmène cette fois au nord de la Côte d'Ivoire, où il tient une place d'importance chez le peuple sénoufo. Le voici ici stylisé, tel qu'il peut apparaître dans la forêt sacrée. Son grand bec recourbé vers le ventre est associé à la fécondation de la terre et à la notion de procréation. Chez les sénoufos, et particulièrement dans la communauté des forgerons, il apparaît sur tous les objets liés aux initiations du poro. Le poro consacre la naissance de l'initié comme nouvel être social. L'identité du groupe s'en trouve renforcée et sa survie assurée. Le calao figure aussi sur de nombreux objets de la vie quotidienne. Le voilà coiffant un masque facial. Là, 2 peignes dont le premier, porté par une cariatide, exprime clairement la fécondité. Le deuxième est surmonté d'un homme porteur d'un masque en forme de tête de calao. On pourrait aussi voir en cette pièce un homme calao, rendant plus explicite encore la notion de procréation. Ce pot à beurre de karité est fermé par un couvercle surmonté de l'oiseau. Sur un étrier de poulies de tisserand, on reconnaît un profil maintenant familier. Enfin, 2 oiseaux de bronze marquent le point final de cette illustration. Retournons pour un temps en Amérique, cette fois au nord, dont l'aigle royal est l'emblème depuis longtemps. Dans la maison indienne, cet oiseau, qui incarne la force et la combativité, est un allié puissant des chamans. Voici 2 coiffes de chamans de l'Alaska, des populations Tanana. Animisme et totémisme se superposent ici et conjuguent les forces du lynx, de l'ours noir et de l'aigle. Les plumes de l'aigle guident le vol du chaman à travers l'espace, et la plume d'aigle elle-même est considérée comme une puissante médecine. Le lien entre le chaman et l'animal est symbolisé par des objets. Cette épingle en os des populations Tlingit au sud-est de l'Alaska représente l'expérience traversée pendant la transe. Des mêmes populations Tlingit, un peigne comme celui-ci, en bois et à ballonne, pouvait figurer durant les rituels car il en renforçait l'efficacité. Le casoar sera le dernier volatile que cette exposition nous invite à découvrir. C'est un oiseau très agressif, dont les caractéristiques correspondent admirablement aux différents peuples de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Notre attention est d'abord attirée par un curieux vêtement végétal. C'est une cape rigide, aux couleurs vives, simple de forme, mais très élaborée dans sa conception. Elle est l'œuvre de la population Barouya vivant dans les Highlands. Elle peut se porter sur les épaules pour se protéger du froid ou sur le sommet du crâne pour cacher le visage durant certaines initiations ou cérémonies. La partie supérieure est bordée de plumes de casoar, tandis que la partie inférieure est ourlée de cheveux humains. L'ouverture est soulignée d'une vannerie de fibres d'orchidée.
le corps lui-même est en tapas rougeâtre, une écorce locale battue à la main. Il est décoré en relief de taches de résine noire projetées à chaud. Le casoar est également présent dans la sculpture. Cet épi de faîtage émergeant du toit de la maison des hommes figure l'oiseau ancêtre. La tradition orale considère le casoar comme l'ancêtre premier. Le bec de l'oiseau pénètre directement dans le crâne de la figure humaine, établissant clairement leur filiation. Cette superbe sculpture de la population Yatmul Sawas du Moyen-Sépik, au nord de la Papouasie, garde des restes de pigments bleutés. Des cauris soulignent les bords extérieurs et figurent les cheveux, les yeux et la ceinture. Une étrange impression de sérénité et de force se dégage du visage. La face est rehaussée de dessins qui renvoient au code de cette société. La dernière vitrine de l'exposition offre encore une belle variété d'usages de la plume du casoar et de sa représentation. D'abord, le bouchon d'une flûte sacrée. Il représente un fils de l'ancêtre mère crocodile de la population Biwat dans la région du Bas-Sépik. Les flûtes sacrées sont les objets les plus précieux des clans. Leur chant résonne dans la maison des hommes et revendique un caractère belliqueux. Le fémur du casoar sert à fabriquer des poignards de guerre. Celui-ci, de la population Abelam, est gravé d'une figure d'ancêtre. Cette fine spatule à chaud nous vient de l'est du Sépik. Elle est en bois et coquillage. Les nouveaux initiés l'utilisent pour recueillir la chaux dans un étui et la porter à la bouche. Selon la coutume, le nez est considéré comme un organe de séduction. Cet ornement est fait pour traverser la paroi nasale. Il est constitué de plumes de cardinal misomela, un tout petit oiseau à tête et gorge rouge, recherché pour l'éclat de sa couleur. Les plumes de casoar sont spécifiques, elles, des coiffes de guerre et de chasse masculine. Elles assurent virilité et courage. Voici une parure de tête en os et plumes de casoar, renforcée de dents de phacochère et de griffes de crocodile. Sur ce peigne du Bas-Sépik, l'assimilation de l'homme à l'oiseau s'exprime par la transformation du nez et de la bouche en long bec. La dernière pièce sur ce thème est un charme de guerre des îles Salomon. Il est en vannerie relevé de pigments et structuré de reliefs. 2 cauris forment les yeux et des plumes de casoar l'auréole. Cette tête était portée dans le dos, serrée autour de la nuque, pour impressionner l'adversaire. Elle mettait le guerrier en contact avec le monde protecteur des ancêtres. À travers cette exposition, on voit comment les peuples se sont appropriés les oiseaux de leur environnement, les ont intégrés à leurs mythes et croyances, à leurs codes sociaux et à leur parure. Ils ont établi des liens privilégiés et uniques avec eux et, grâce à eux, développé une formidable créativité.